Maintenant que l'on a posé les bases de ce qu'est sur le plan légal la liberté d'expression, voyons quelles sont les limites identifiées de celle-ci. La première limite dépend directement du caractère spécifique que revêtent certaines informations, notamment le secret défense pour les informations sensibles qui relèvent de la sécurité nationale, le devoir de réserve lié à certaines professions, le secret d'affaires, ou encore le statut de secret médical et professionnel qui empêche par exemple un professionnel de santé de divulguer certains éléments relatifs à l'état ou aux déclarations d'un patient. Outre ces traitements spécifiques, on notera les points suivants à respecter impérativement si l'on espère rester dans le cadre légal de la liberté d'expression. La loi proscrit certains propos, tels que ceux qui incitent à la haine raciale, ethnique ou religieuse, les propos qui font l'apologie de crimes de guerre, ceux qui tombent dans le cadre du négationnisme ou encore les propos discriminatoires à l'encontre d'orientations sexuelles ou handicaps spécifiques. Il est aussi interdit de tenir des propos qui pourraient inciter à la consommation de stupéfiants. Une autre limite de la libre expression est transgressée lorsqu'il s'agit de propos qui portent atteinte à la vie privée, au droit à l'image d'autrui, ou bien encore des propos diffamatoires qui peuvent porter atteinte à l'honneur d'un individu. De la même manière, les propos jugés injurieux, outrageants ou faisant preuve de mépris sans justification valable sont également condamnables. C'est ici que se trouve la limite du droit de formuler une opinion, mais aussi la frontière pas toujours bien définie de ce que j'appellerais la zone de sécurité. Dès l'instant où un auteur ou locuteur s'aventure en eau trouble, le bon sens peut se retrouver noyé sous une interprétation pas forcément juste et impartiale. Il est bien trop souvent très instructif de s'interroger sur une éventuelle possibilité de conflit d'intérêts dès que l'on pense avoir observé un manque de justesse ou de justice manifeste. Qu'un individu ou un autre ne soit que trop peu capable de conserver un minimum de neutralité ou de nuancer sa subjectivité naturelle est non seulement tout à fait compréhensible, mais cela ne constitue en rien un fait grave ou déterminant. Cependant, lorsque le même manque de neutralité et de discernement, voire parfois d'honnêteté et de transparence, est l'œuvre d'un gouvernement ou d'un média influent, les dommages sont non négligeables et il ne peut être acceptable de détourner le regard, s'il ne s'agit pas d'un dérapage exceptionnel ou d'une méprise corrigée par la suite. Entendons-nous bien, je ne nie pas le droit à un média de développer ou défendre une idéologie. Il est par contre indéfendable que la quasi-totalité des médias de concert avec le gouvernement d'une nation s'affairent à imposer par un fascisme qui ne dit pas son nom un remplacement pur et simple de la réalité. Le rôle d'un État ne peut être la négation de la réalité objective. Alors qu'un scientifique et chercheur travaille sur une base de propositions et hypothèses, un gouvernement se doit au contraire d'être suffisamment exemplaire et lucide afin de servir de socle pour toutes les strates de la société. Des termes tels que incitation à la haine ou encore propos injurieux ou discriminatoires laissent malheureusement bien trop de place à une lecture orientée des faits, ce qui peut dans certains cas permettre d'outrepasser le droit fondamental à la liberté d'expression. Sur le principe, qui ne serait pas d'accord pour protéger l'honneur de quelqu'un ou empêcher que l'on puisse propager impunément des propos haineux envers un individu ou un groupe en particulier. Les individus et sujets bénéficient-ils d'une égalité de traitement par les institutions de justice ? Qu'en est-il du traitement médiatique d'une opinion impopulaire ou dissidente ? En découle la question liée. Une opinion impopulaire l'est-elle ou le devient-elle sans intervention de procédés de manipulation ? Est-il possible d'influencer l'interprétation des textes fondateurs et des droits individuels ? Ce n'est pas encore l'heure de traiter les détails d'un cas particulier sur ce point. Nous allons plutôt nous attacher aux principes généraux de ce que j'ai nommé le droit d'être con ou le droit d'être contre, et la raison pour laquelle celui-ci devrait venir en renfort d'un droit existant, pourtant initialement très clair à ce sujet. Ce qui peut être considéré comme injurieux ou offensant ne devrait en aucun cas pouvoir supplanter le droit fondamental de liberté d'expression. Nous sommes désormais dans l'ère des abus les plus complets à ce sujet. Un discours de désapprobation adressé à un individu non demandeur mais directement impliqué et donc naturellement concerné par le sujet peut, de manière tout à fait compréhensible, être senti comme une agression ou une volonté de nuire. Le même exact discours désapprobateur, exprimé lors d'un échange entre plusieurs intervenants, volontaires, dans une production ou encore un ouvrage traitant de la question, ne pourrait par contre être considéré comme une attaque envers un ou des individus non cités ou sollicités. Et ce, qu'ils se sentent oppressés, insultés ou non. Un exemple très actuel peut être celui des transgenres. Détailler à l'un d'eux directement les dangers identifiés de l'idéologie qui l'a mené à désirer la mutilation, ou encore à nier sa nature, ne peut avoir qu'un impact négatif
s'il s'agit d'une discussion non désirée par les deux parties. Développer le même cheminement d'idées dans un ouvrage dédié ou lors d'une entrevue, d'une discussion dont c'est la thématique, ne constitue par contre aucunement une agression ou une volonté de nuire. Un livre ne bondit pas sur quelqu'un de lui-même dans une bibliothèque, pas plus que l'on ne forcerait quelqu'un à entendre notre avis sans aucune sollicitation de sa part. Pardon ? On me dit dans l'oreillette que si certaines factions de méta-nazis n'hésiteraient pas à imposer non seulement le sujet, mais aussi ce qu'il convient d'en penser ? D'accord, ok. Les nouvelles doctrines et néo-religions tendent à sacraliser le rôle de victime au point même de rendre l'autoproclamé souffre-douleur plus virulent et dangereux que son prédateur supposé. Il s'agit en quelque sorte d'une inversion des rôles au nom d'une morale parfois plus que discutable. Oui, je l'admets, ce serait tentant de citer ici Nietzsche à propos de la morale des faibles et leur manière de travestir leur soumission, faiblesse et ou leur renoncement en les présentant comme vertus. Certains auteurs ont ce véritable don pour demeurer actuels post-mortem, comme si un certain degré de bon sens pouvait être en quelque sorte inaltérable et trouver écho à travers le temps. Il existe des abus juridiques qui permettent, sur certains thèmes particuliers, d'injurier et agresser sans jamais être inquiété puisqu'il est considéré que la cible des attaques est, entre guillemets, le méchant de l'histoire. Nous reviendrons régulièrement sur le narratif qui tend à idéaliser un camp tout en diabolisant ses opposants par tous les moyens d'un commun accord entre la justice, les acteurs médiatiques et les représentants d'un gouvernement. Comment peut-on accepter silencieusement que des sujets soient promus au point d'en devenir des phénomènes de société majeurs, sans qu'il soit possible d'avoir un avis dessus qui ne soit pas une validation complète de la présentation officielle qui en est faite. Nul besoin d'être un génie ou un docteur en psychologie et sociologie pour comprendre que tout débat est faussé dès lors que la question sur le sujet ne peut même pas être posée légalement sans être accompagnée d'une explication menant à une conclusion de prêt-à-penser ou des éléments de langage qui associent directement la désapprobation à une forme de nuisance pour la société ou des termes connotés plus que négativement.